candidats face aux Français. Vous êtes dans la matinale sur télé, très très belle journée. C'est donc l'heure de l'interview politique. Bonjour François Fillon, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes l'un des candidats à la primaire de la droite et du centre. Il vous reste un peu plus d'un mois et demi pour convaincre. Vous allez répondre aux questions de plusieurs Français qui ont souhaité s'adresser à vous sur des questions assez variées. On va parler d'Europe, on va parler des emplois publics, on va parler de l'adoption, on parle des couples homosexuels, du Brexit, de l'islam aussi. Vous voyez, il y a déjà plusieurs personnes à l'écran. On partira à Londres dans quelques instants. Mais d'abord, la première partie de cette interview politique, c'est Mickaël Darmon qui vous pose les questions. Bonjour et bienvenue sur les télé François Fillon. L'État fait un geste inédit, achète en direct à Alstom donc des trains pour sauver le site de Belfort. C'était la bonne mesure ? Bon, j'espère que le site de Belfort sera sauvé, mais c'est vraiment le sapeur camembert, quoi. C'est-à-dire qu'on creuse un trou pour en boucher un autre. La question, elle est simple, c'est est-ce que la SNCF a besoin de ces trains ou pas ? Si elle avait besoin de ces trains, on se demande pourquoi ils n'ont pas été commandés plus tôt. Si elle n'en a pas besoin, ça veut dire que la SNCF, qui est déjà dans une situation financière absolument ingérable, va encore voir son déficit s'aggraver. Donc il y a quelqu'un qui va payer ces trains. Qui va payer ces trains ? Est-ce que ce sera les contribuables ou est-ce que ce sera les usagers de la SNCF qui paient déjà des billets très chers ? Vous voyez, voilà, quand on rentre dans ce genre de mécanique, ça aboutit toujours à des catastrophes. Est-ce que justement le fait de mettre en étendard comme ça la mission de sauver le site de Belfort n'est pas le produit de la campagne présidentielle ? En 2012, je me souviens, c'était le Jabi qui jouait un peu ce rôle. Il y a toujours des phénomènes. Et ça masque la réalité d'un tissu économique. Bien sûr, mais surtout, ce que ça masque, c'est le discours, le débat sur la compétitivité. Pourquoi est-ce qu'il y a un problème industriel en France ? C'est pas parce que la SNCF commande pas assez de trains, c'est parce qu'on travaille 220 heures de moins que nos voisins allemands, parce qu'on a des charges plus élevées et que la compétitivité de l'industrie française s'effondre. Voilà. Et tant qu'on n'accepte pas de regarder en face cette réalité, eh bien, on continuera à mettre des rustines, à boucher des trous et à faire surtout le sapeur camembert. Voilà, et comme dit aussi Benoît Hamon ce matin, c'est du bricolage en période présidentielle ? C'est des gestes électoraux qui sont traditionnels dans un pays comme le nôtre, qui n'est pas suffisamment sérieux. Voilà, ce sont des sujets sérieux parce qu'on joue là avec l'avenir de pans entiers de notre économie et de nos services publics. Je ne sais même pas si on ne menace pas d'autres usines à travers cette commande. Oui, ceux qui font justement les trains intercités. Voilà, donc tout ça, c'est pas responsable. Voilà, c'est ça le sujet, c'est pas responsable. Alors, ces jours-ci, vous publiez donc un livre, votre nouvel acte de campagne, Vaincre le totalitarisme islamique. Tout d'abord, une question. Vous publiez ce livre au moment où tous les autres candidats de la primaire se focalisent sur les questions plutôt économiques. Pourquoi revenir sur l'islam, l'identité, ces sujets-là ? Alors d'abord, c'est paradoxal parce qu'on me reprochait de ne me préoccuper que d'économie. J'ai commencé par l'économie parce que je pense que c'est le sujet fondamental, c'est le sujet principal, c'est celui qui détermine le retour de la confiance en soi pour la France et les Français. Mais en même temps, qu'est-ce qui m'a amené à écrire ce livre ? C'est une réalité, c'est-à-dire qu'après les attentats de Nice, voyant la faiblesse de l'argumentation que j'entendais, à la fois l'argumentation sur l'origine de ce mal, qui débouche sur le terrorisme, et en même temps la faiblesse des propositions qui étaient faites par les responsables politiques. Je me suis dit qu'il était utile d'écrire dans un petit livre à la fois ma vision de ce danger, qui pour moi est un danger mondial et pas simplement avec une question ponctuelle, et en même temps démontrer qu'on peut le vaincre à condition de s'en donner les moyens, et en respectant l'état de droit. Mais c'est aussi, c'est aussi la forme, on va y revenir effectivement, mais c'est aussi la forme qui frappe dans ce livre, parce que vous dites qu'il faut appeler un chat, il y a un problème avec les dérives de l'islam. Vous ne craignez pas, on en parlera peut-être tout à l'heure encore, que les Français de confession musulmane se sentent une fois de plus montrés du doigt, stigmatisés ? Mais je crois que ce débat-là, il est trop tard pour l'avoir. Il y a un problème d'intégrisme musulman qui est une évidence. Ça ne concerne évidemment pas l'immense majorité des musulmans, mais ça concerne la religion musulmane tout entière, puisque cet intégrisme progresse à l'intérieur de la religion musulmane. Donc il faut s'attaquer à cette question, il faut le faire avec les musulmans, qui ont leur responsabilité, leur part de responsabilité dans ce combat. Mais moi, ce que je dis, c'est que ça serait absolument inacceptable et contre-productif de durcir les lois de la laïcité pour lutter contre un phénomène qui ne concerne que la religion musulmane. La liberté religieuse, c'est aussi
un des acquis des batailles que nos parents et nos grands-parents ont menées pour la liberté Alors individuelle. vous dites s'attaquer donc à ce mal sans le concours Lépine de la solution miracle, certains apprécieront, ni les surenchères simplistes du Front National, mais vous préconisez surtout d'aller vers un changement d'alliance diplomatique, arrêter donc les relations privilégiées avec les monarchies du Golfe, peut-être et se retourner plutôt vers l'Iran, la Turquie. C'est quand même un changement profond. Comment vous allez arriver D'abord, à ça je dis qu'il faut parler à tout le monde. Oui, mais en même temps, il faut parler à tout le monde. Mais il faut parler à tout le monde en disant le langage de la vérité. Voilà, on tient aujourd'hui un discours très, très dur et très accusateur à l'égard de la Russie, qui commet des fautes et qui a des responsabilités. Et en même temps, on est allié avec l'Arabie Saoudite ou avec les monarchies du Golfe, qui sont un des éléments du problème. Donc cette situation ne peut plus durer. Il faut rassembler tous ceux qui sont en état de nous aider à lutter contre la montée de ce totalitarisme. Et parmi eux, il y a l'Arabie Saoudite, il y a la Turquie, il y a la Russie, il y a l'Iran. Voilà, il y a tous les pays, quels qu'ils soient, qu'on les aime ou qu'on les aime pas, qu'on ait des Mais vous dites proximités Calais, ça avec eux. commence à Alep, quoi, en fait. C'est ça, hein, c'est-à-dire qu'il faut Je dis qu'on ne réglera avoir pas Calais sans régler Alep. Voilà. Que la manière dont les Occidentaux ont traité la question syrienne a été totalement inefficace. Voilà, ça fait 4 ans qu'on attend que le régime syrien tombe, parce qu'on pense que la crise syrienne, c'est une révolution populaire contre un tyran. Or, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Le tyran en question, c'est un tyran et c'est un criminel, mais il a des soutiens populaires, il a des soutiens dans sa population. Et donc, tant qu'on ne veut pas comprendre ça, eh bien, on s'obstine à défendre des valeurs et des idées, mais qui se traduisent par 4 ans de guerre et par un massacre épouvantable. Ce changement d'axe diplomatique profond, vous le voyez déjà un peu à l'œuvre à l'époque où vous étiez dans le gouvernement avec Nicolas Sarkozy. Lui, il est divergent par rapport à votre analyse. Vous en parliez à l'époque déjà de cette analyse différente ? Il y a eu des époques où, notamment vis-à-vis de la Russie, on a essayé de conduire avec Nicolas Sarkozy une politique de rapprochement qui, à mon sens, avait donné des bons résultats. D'ailleurs, je rappelle que la guerre en Géorgie avait été évitée grâce à l'intervention de Nicolas Sarkozy, qui était allé trouver les Russes et qui avait trouvé un terrain d'entente avec eux, ce qui montre qu'on peut le trouver, ce terrain d'entente. Ces jours-ci... La deuxième chose, c'est qu'on a beaucoup fait progresser la coopération économique entre la France et la Russie. Et la Russie est un pays qui a besoin de réussir économiquement, qui est aujourd'hui dans une situation économique dramatique, ce qui le pousse encore plus vers des attitudes extrémistes comme celles qu'on connaît. Alors, ces jours-ci se prépare la bataille de Mossoul. Certains disent que c'est le Stalingrad de Daesh, ce sera la dernière bataille. Est-ce que la défaite de Daesh sur le terrain, c'est la fin du terrorisme ? Non, d'abord, la bataille de Mossoul, on va voir, hein, parce que pour reprendre Mossoul, il faut régler une question et qui nous ramène au cœur du problème, c'est la question entre les communautés. J'étais il n'y a pas très longtemps avec les forces kurdes à quelques kilomètres de Mossoul. Bon, les Kurdes, qui représentent la force la plus efficace sur le terrain, ne peuvent pas reprendre Mossoul parce que ce n'est pas leur territoire. Et Mossoul, c'est une ville sunnite, et donc les Kurdes n'y seront pas les bienvenus. L'armée irakienne, elle est chiite à cause des choix qu'ont fait les Américains, donc elle n'est pas la bienvenue non plus à Mossoul. Donc il faut que ce soit les sunnites qui, d'une certaine manière, reprennent Mossoul, mais eux, ils n'ont pas d'armée. Donc on voit que c'est beaucoup plus compliqué que cela en a l'air. Mais même si Mossoul est repris, ce que je souhaite de tout mon cœur, il restera encore tous les territoires syriens. Et puis, comme c'est un phénomène de grande ampleur qui concerne le Pakistan, l'Afghanistan, la Syrie, l'Irak, le Yémen, la Libye, etc., ce phénomène ne va pas disparaître. Et donc, il va falloir continuer à lutter contre lui. Un autre sujet qui a été dans l'actualité aujourd'hui, depuis hier, c'est la polémique lancée par le pape François sur donc les manuels français qui feraient l'apologie du genre. Comme vous le dites souvent, pour les terrains économiques, on ne peut pas laisser les Français tranquilles. D'abord, moi, ce qui me choque, c'est qu'on interdise au pape de s'exprimer. Je veux dire, oui, non, mais Madame le ministre de l'Éducation nationale l'a repris avec une arrogance incroyable. La laïcité, c'est pas le silence religieux. Les religions ont le droit de s'exprimer. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec le sujet qu'il soulève ? Il y a des milliers de familles, il y a un grand nombre de familles françaises, et très au-delà des catholiques, qui pensent que l'école devrait se concentrer sur les fondamentaux. Et que l'école ne devrait pas chercher à se mêler et à inventer, au fond, à façonner
ce qui était en filigrane dans les écrits de M. Payon, une sorte d'homme correspondant à sa vision et à son idéologie. Voilà, donc pas d'expérimentation C'était le moment pour fumeuse. lancer, il y a déjà tellement de sujets de tension en France, c'était le moment pour lancer encore ou rallumer une querelle qui existe depuis longtemps déjà, vous trouvez? Mais qui l'a rallumé la querelle? Le pape, il a évoqué Oui, ce enfin, sujet. Le pape n'est pas comptable de la vie politique française. Le pape, il exprime une opinion, on peut être d'accord avec lui ou pas d'accord avec lui, c'est pas le sujet. Moi, ce que je dis, c'est que les familles françaises demandent au ministre de l'Éducation nationale de ne pas se livrer à ces expérimentations fumeuses. Ce qui compte aujourd'hui, c'est de réformer l'école pour qu'elle transmette des savoirs, et elle ne le fait pas, en tout cas pas suffisamment. Je préfère l'apprentissage des fondamentaux à l'abécédaire sur l'égalité de Mme Najat Belkacem. Une question avant de passer donc à celle des Français. Vous contestez le duel annoncé, hein, Alain Juppé, Nicolas Sarkozy, donc dans cette campagne. Donc pour vous, lequel des deux doit décrocher pour pouvoir prendre la place? C'est pas moi. Je suis pas. Moi, justement, je critique les sondages. C'est pas pour me substituer aux sondages. Non, mais là, c'est une analyse de campagne. C'est pas un sondage. Je dis simplement ce que je ressens sur le terrain. D'abord, je dis que le terrain me renvoie d'autres signaux que ceux que je vois dans le microcosme parisien. Et la deuxième chose que je dis, c'est que ma conviction, et c'est pour ça que je mène ce combat, c'est que le programme que je propose est le seul qui soit réellement en mesure de redresser le pays. Donc, à partir de ce moment-là, je ne fais pas de choix entre le programme de M. Sarkozy, qui me semble à la fois insuffisant et pas financé, et le programme de M. Juppé, qui me paraît alors très en deçà de ce qu'il faut faire pour provoquer le choc nécessaire au redressement national. François Fillon, ce matin sur RTL, on sort du microcosme médiatique et on va parler de votre programme. Parler avec les Français. Super. Voilà, François Fillon, donc vous allez maintenant répondre aux questions de plusieurs Français qui vont vous interroger sur différents sujets qui les préoccupent. On va commencer par Karine Boulogne. Karine, elle est professeure d'histoire géo à Lille et elle s'interroge, elle, sur votre projet de suppression de 500 à 600 000 fonctionnaires si vous êtes élu en 2017. Bonjour Monsieur Fillon, je viens d'apprendre que vous comptiez dans votre projet supprimer encore plusieurs centaines de milliers de postes de fonctionnaires. Je suis professeur, nous avons des heures supplémentaires dans l'établissement, nous avons des enseignants qui ne sont pas remplacés faute de remplaçants. Ma sœur est elle-même fonctionnaire dans la police, elle a plusieurs centaines d'heures supplémentaires qu'elle ne pourra jamais récupérer. Comment est-ce que vous pouvez justifier votre position? Comment est-ce que vous pensez qu'on pourra assurer les missions de service public dans ces conditions? Je vous remercie de votre question. D'abord, il y a un premier sujet, c'est qu'il y a 5 millions d'emplois publics en France. 57% de toute la richesse nationale est consacrée à la dépense publique et on a 2200 milliards de dettes. Quand j'ai été élu député il y a quelques années, c'est vrai, la dette française c'était 17% de toute la richesse nationale. Aujourd'hui, c'est 100%. Donc c'est intenable. Donc je vous le dis, quels que soient les gouvernements, quelles que soient les majorités, il va y avoir une heure de vérité. Et cette heure de vérité, elle peut être très brutale. C'est-à-dire qu'à la minute où tous ceux qui financent les dépenses de fonctionnement de la France en nous prêtant de l'argent, puisqu'une partie des salaires des fonctionnaires est financée par des emprunts sur 5 ans, sur 10 ans, le jour où ces gens qui nous prêtent de l'argent se rendront compte qu'on est dans une situation de quasi-faillite, ce que j'ai déjà dit, eh bien, ils vont cesser de nous le prêter et ça va être une catastrophe. Donc, de toute façon, il faudra réduire le nombre d'emplois publics. La répartition des missions régaliennes. Alors, comment est-ce qu'on peut le faire? La première chose que je propose, c'est que tout le monde travaille un peu plus. Voilà. Je vous rappelle qu'en 2000, on travaillait 39 heures dans la fonction publique. Aujourd'hui, on travaille 35 heures, voire 32 dans une partie de la fonction publique. Si on pouvait se le payer, pourquoi pas, c'est formidable, mais ça n'est pas possible. Donc ce que je demande, c'est déjà qu'on augmente un peu le temps de travail dans la fonction publique. La deuxième chose que je propose, c'est qu'on réduise un certain nombre de missions. Alors évidemment, pas celle de l'éducation, pas celle de la justice, pas celle de la santé, mais il y a des missions qui peuvent être réduites. Il y a aujourd'hui une bureaucratie qui s'est installée et que les Français ressentent dans leur vie quotidienne comme une espèce de pression, quoi. Ils ont l'impression d'être totalement enfermés dans des règles et dans des contrôles. Et c'est la deuxième chose qu'il faut faire, c'est réduire le poids de cette bureaucratie au profit des missions fondamentales comme celle de l'éducation nationale. Alors François Fillon, une autre question, et vous en parliez tout à l'heure avec Mickaël Darmon, elle concerne la religion musulmane. Bonjour Tarek Obrou, merci d'être avec nous ce matin en duplex et en direct de Bordeaux. Bonjour. Vous êtes l'imam de Bordeaux et vous souhaitez interroger François Fillon justement sur ses propos liés à l'islam en France. On vous écoute. Monsieur Fillon, bonjour. Bonjour. Votre concept de totalitarisme islamique
est un concept qui demande explication parce qu'il pourrait laisser entendre que l'islam est intrinsèquement totalitaire, parce qu'on remarque dans le vocable islamique au lieu d'islamiste. Y a-t-il une différence entre l'islamisme et l'islamique? Vous le savez très bien que le langage est par nature performatif, agissant, et décrire une réalité humaine aboutit à la prescrire. Ce vocable pourrait laisser un impact mental très négatif auprès des musulmans comme auprès des non-musulmans, insinuant ou signifiant que l'islam, de par sa nature, est génétiquement totalitaire. Est-ce que c'est votre pensée? Moi, en tant que théologien, je dis que non. D'abord, j'ai beaucoup de respect pour Tarek Obrouk, qui prend des positions très courageuses et qui, pour beaucoup d'entre elles, rejoignent les miennes, notamment sur la nécessité d'organiser l'islam en France à partir d'une organisation théologique, d'une organisation religieuse, et non pas d'une organisation politique comme on l'a fait. Votre propos et donc, par rapport évidemment, à votre livre. et je vais lui envoyer mon livre immédiatement, j'aurais dû le faire plus tôt, et il verra que c'est absolument pas le propos que je tiens. Je dis au contraire qu'il y a un phénomène totalitaire qui s'est emparé d'une petite partie minoritaire de l'islam, qui s'appuie sur l'islam pour étendre sa domination politique, et qu'il faut que, ensemble, l'ensemble des forces, et notamment les musulmans, combattent ce totalitarisme. C'est d'ailleurs pour ça que j'appelle à la coalition de tous les États de la région, de tous les peuples de la région, contre une menace. La réponse est politique quand même, on le voit dans votre livre. Non, mais c'est que le mot républicain. Oui, mais non, le mot de totalitaire, pour moi, il il correspond parfaitement au phénomène auquel on assiste. C'est-à-dire qu'on a des hommes qui ont un projet politique totalitaire qui consiste à imposer à des territoires et à des peuples entiers un mode d'organisation par la violence. Il y a ensuite une organisation horizontale qui prend en charge les consciences, qui contrôle les individus, partout où l'État islamique ou ses organisations se sont installées. Et enfin, il y a la tentation génocidaire, avec l'élimination des chrétiens d'Orient et avec le discours tenu sur le fait que les juifs n'ont pas de place. Donc c'est bien un mouvement totalitaire. Mais je ne dis en aucun cas que l'islam est totalitaire. En aucun cas. Tarek Obrouk, pardon, est-ce que les propos de François Fillon vous rassurent par rapport à votre interrogation? Oui, je connais très bien la nuance de sa pensée. Je lui ai posé la question pour qu'il explicite davantage sa pensée à nos téléspectateurs. Et il est vrai que l'impact sémantique du vocable pourrait laisser entendre que l'islam est génétiquement totalitaire. En effet, l'islam est une religion devenue civilisation sous l'effet de l'histoire. Aujourd'hui, les musulmans doivent faire une théologie de la sécularisation dans le sens de séparer l'ordre du religieux de l'ordre du politique. C'est une opération théologique nécessaire. On demande aux musulmans aujourd'hui de France d'effectuer ce que l'Église catholique a effectué pendant 2 siècles. Certainement matière à vous rencontrer. Je pense que c'est une question de temps, la sécularisation. Merci beaucoup. Merci Tarek Obrouk. Excusez-nous, on va un peu vite parce qu'il y a d'autres Français qui nous attendent. On va prendre la direction de Londres. On est en direct avec vous. Oui Nguyen Thieu, vous êtes marié, vous avez 3 enfants, vous êtes chef d'entreprise, vous êtes spécialisé dans la finance. Vous habitez donc à Londres. Votre question à François Fillon, on vous écoute. Oui, merci. Bonjour Monsieur Fillon. Bonjour. J'ai une question à vous poser sur l'entrepreneuriat. Et j'ai été chef d'entreprise aux États-Unis, en France et maintenant en Angleterre. Et on sait que la France a de beaux atouts, par exemple la qualité de nos ingénieurs ou bien de belles initiatives comme la French Tech. Pourtant, la plupart des PDG de start-up que je connais ne choisissent pas la France, mais préfèrent s'installer à Londres ou Hong Kong, Singapour ou San Francisco. À votre avis, que faut-il faire pour aider l'entrepreneuriat en France et pour être compétitif au niveau mondial? Alors, l'attractivité de la France. J'ai envie de dire, c'est simple, il faut baisser le poids de la puissance publique sur le pays. Voilà, c'est ça le sujet et ça nous ramène à la discussion sur la baisse du nombre de fonctionnaires et la baisse de la dépense publique. Pourquoi? Parce que tous ces jeunes chefs d'entreprise, ils s'en vont parce qu'ils ont le sentiment qu'il y a trop de réglementations, il y a trop de contraintes et donc il n'y a pas assez de place pour l'innovation et pour la recherche, pour les nouveaux
nouvelles activités. Donc moi, je propose un plan complet pour l'entrepreneuriat avec des mesures extrêmement puissantes, comme par exemple, évidemment, la réforme du marché du travail, la réforme de la fiscalité du capital, pour que quand on investit en France, on puisse retrouver le bénéfice de son investissement, sinon on va investir ailleurs. Je propose une mesure très puissante qui permet de déduire de son impôt sur le revenu jusqu'à 30% et jusqu'à 1 million d'euros les sommes investies dans les petites entreprises, dans les PME et dans les start-up. Voilà. Il faut changer d'état d'esprit. Il faut se dire que l'entreprise, c'est l'avenir, c'est la chance, c'est l'emploi. À ce propos, François Fillon, en termes de choc, vous avez Nicolas Sarkozy qui dit « Je propose un double choc, à la fois baisser la fiscalité et en même temps des réformes structurelles, baisser les déficits ». Est-ce que ça, pour vous, c'est possible? Le double choc, il aboutit à l'absence de choc. C'est-à-dire que les deux chocs s'annulent. Quand on regarde le programme de Nicolas Sarkozy, il est extrêmement faible sur le redémarrage de l'économie. C'est-à-dire que les mesures de baisse de charges, là où je propose 50 milliards de baisse de charges, donc 40 pour les entreprises qui s'ajoutent au CICE, Nicolas Sarkozy en propose 17 en réalité, puisqu'il propose 34, dont le CICE. Par ailleurs, il ne finance pas vraiment cette baisse de charges, que moi je finance par une hausse de la TVA. Je sais que ce n'est pas des mesures faciles à prendre, mais ça montre que le projet que je propose, c'est un projet sérieux, c'est un projet qui est financé, alors qu'il me semble, à la lecture de ce que j'ai vu, que le projet de Nicolas Sarkozy ressemble beaucoup au passé, c'est-à-dire c'est une sorte de retour vers le passé, avec des mesures qui vont dans le bon sens, mais qui ne sont pas suffisantes pour créer le choc nécessaire pour redresser le pays et pour faire en sorte que les jeunes entrepreneurs qui étaient évoqués par votre téléspectateur à l'instant ne partent plus à l'étranger, mais créent leurs activités dans notre pays. Merci beaucoup François Fillon. On va remercier aussi Nguyen Nguyen Thieu. Merci d'avoir été en duplex et en direct avec nous. Merci à votre question pour François Fillon. On va écouter une autre question. C'est celle d'Olivier Borel. Il est porte-parole de la Gay Pride à Lyon et il vous pose donc cette question. Bonjour Monsieur Fillon, vous avez voté contre la dépénalisation de l'homosexualité, contre le Pacs, contre la pénalisation des propos homophobes, contre le mariage pour tous. Et maintenant, pour plaire à une clientèle réactionnaire de plus en plus minoritaire, vous vous proposez de réécrire la loi Taubira, alors qu'elle a été adoptée depuis plus de 5 ans et qu'elle voit l'approbation de la majorité des Français. N'avez-vous pas l'impression de mener un combat d'arrière-garde et que les Français ont désormais d'autres priorités ? Alors d'abord, je voudrais tout de suite mettre quelque chose au point. La dépénalisation de l'homosexualité, c'est un débat en 1981 où l'ensemble du groupe parlementaire auquel j'appartenais, le groupe gaulliste, dans lequel il y avait Chirac, Séguin et un grand nombre de parlementaires ont voté contre. Est-ce qu'on a eu tort, est-ce qu'on a eu raison? On peut se poser la question, mais voilà, cette manière de faire comme si j'avais été le seul à voter ce texte n'est pas de bonne foi. Et aujourd'hui, pourquoi sur le fond, la question de savoir si un enfant est toujours le fruit d'un homme et d'une femme, c'est une question qui, excusez-moi, mais dépasse le débat, j'allais dire politicien, polémique. Oui, voilà, c'est une réalité. Oui. Donc moi, j'ai toujours dit que la loi Taubira, je pense qu'elle a été conduite, le débat a été mal conduit, il a provoqué une fracture dans la société française. Bon, elle est votée. Et j'ai toujours dit qu'on ne reviendrait pas sur la notion de mariage, justement pour ne pas revenir sur ce que j'appelle le respect de l'amour homosexuel, qui est maintenant symbolisé par le mariage. Mais je considère que cette loi a des conséquences sur la filiation qui sont contraires à des valeurs fondamentales pour moi. Et donc je propose de réécrire le droit de la filiation en le faisant partir d'une idée simple. Un enfant est toujours le fruit d'un homme et d'une femme, ce qui emporte des conséquences, notamment le fait qu'il a le droit de connaître ses parents. Ça va faire plaisir aussi au groupe Sens Commun qui a décidé de vous soutenir. Je ne cherche pas à faire plaisir, je cherche simplement à mettre mes convictions, les valeurs auxquelles je crois, dans le projet politique que je défends. Et vous en avez parlé de votre projet politique ce matin. On vous remercie de vous être prêté à ce jeu de questions-réponses avec les Français. Merci à Mickaël Darmon, François Fillon. Le prochain invité de notre série sur la primaire, ce sera Nathalie Kosciusko-Morizet.